parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes les grandes gueules ce matin, mercredi. Nous sommes à 9h passées de 3 minutes. Donc très heureux de vous retrouver ce matin et vous servir comme à l'accoutumée avec une série d'éléments d'actualité justement à partager avec vous. Notre ambition, notre vocation, c'est vous aider à mieux comprendre ces sujets d'actualité dans leur couture, dans leur dessous. Au menu de ce matin, les Gambiens qui se préparent à élire le 4 décembre prochain le nouveau président de la République. 6 candidats, dont le président sortant Adama Barrow et un candidat indépendant se disputent la magistrature suprême gambienne. Si la campagne a commencé depuis le 9 novembre, il faut noter que celle-ci est pour l'heure circonscrite aux régions. Notre envoyé spécial Daouda Mohamed Kamara sera en direct dans cette émission au bout du fil, bien entendu, depuis Serekunda. C'est dans la région de Banjul. Et puis nous vous l'avons annoncé depuis hier, la transition ou l'ère de la refonte. C'est en tout cas l'allure que semble vouloir lui donner son président, le colonel Mamadi Doumbouya, et plusieurs l'ont compris. C'est donc ainsi le juste moment pour questionner la chose publique dans son efficacité et dans son efficience. Un exercice dont l'enjeu premier reste d'améliorer la qualité du service public. Il faudra donc y passer, par exemple pour la RTG, qui focalisait quelques jours encore en arrière les attentions des professionnels de la presse guinéenne. RTG, du média d'État aux médias de service public, tenant et aboutissant, avec une des plus illustres figures de la presse guinéenne, Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la radio-télévision guinéenne. Il est notre invité, c'est avec lui que nous allons passer l'essentiel de cette émission. Ces sujets-là et bien d'autres viennent étoffer notre menu d'information ce matin, et c'est avec nos amis de tous les matins. Et vous de votre côté, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de réagir, vous qui pratiquez Twitter depuis un moment, ou hashtag espace GG qui s'affiche au bas de votre petit écran, ou tout simplement plus 224 657 39 13 13. Votre avis sera pris en compte, vos préoccupations seront relayées si elles entament la valeur et la noblesse de personnes. Bienvenue donc à tous. Ahmed Kamara qui change de place ce matin, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Jacques-Léo Leno, bonjour. Bonjour. Bonjour, et Antoine n'est pas là ce matin, vous permettrez que je fasse du Antoine. Avec plaisir. Je voudrais profiter pour saluer Alpha Souba, le ministre de la Culture, Bill Dessam, qui a été nommé, et le premier jour qu'ils ont rencontré le Premier ministre pour ce conseil interministériel, il avait dit clairement devant les médias qu'il était là comme un écolier, donc il écoutait, il essaye d'apprendre. Et effectivement, il est en train de montrer qu'il est en train d'apprendre à être ministre. Il est en train de montrer qu'il est surtout un écolier. Qu'il est surtout un écolier, qu'il est en train d'apprendre à être ministre. D'accord. Alors qu'il a déjà un décret qu'il a installé. Vous savez, depuis qu'il a été... Il le dit peut-être par modestie, Jacques. Non, c'est pas seulement par modestie. Je note des actes. D'accord. Il commence par rendre visite aux artistes. Il va voir Lama Sidibé. Il va voir les Sissoko, il va voir Takana, il va voir, je ne sais pas, Oudi Premier, ensuite Crazy, ministre de la Culture, qui engage des tournées comme ça chez des artistes et musiciens. Ce n'est pas du Diankali Dance. On risque de se maintenir encore comme d'habitude avec la musique seulement au centre des préoccupations du ministère de la Culture. Et je ne trouve pas la nécessité pour Bill Dessam de sortir et aller voir des artistes comme ça individuellement, alors qu'il y a des fêtières qui existent. Il peut tout simplement, en tant que chef
les convoquer chez lui et pouvoir les entendre sur un certain nombre de préoccupations. Et je crois d'ailleurs, la logique voudrait en tant qu'artiste et musicien qu'il commence par des cinéastes, qu'il commence par des sculpteurs, qu'il commence par des hommes de théâtre, qu'il commence par ceux qui font la promotion du patrimoine historique, par des peintres. Là, il aurait pu donner une idée que désormais nous ne sommes plus dans le passé. Mais là, il est en train de répéter la même chose. Alors que je crois... Peut-être qu'il veut faire le tour de tous les artistes. Non, mais comme ça, je crois que d'ici la fin de la transition, ça va être... Et il va commencer par Conakry ici, il va voir les artistes et qui sont d'ailleurs devenus très nombreux ces derniers temps. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas commencé par les monuments comme le Bembea. Il y a quelques-uns qui sont encore vivants et qui chantent très bien. Il pourrait continuer par le Royal, c'est pas Boiro Band, et puis venir avec des artistes du moment qui essayent de naître. Nous en recevons ici chaque jour. S'il veut la liste, on peut la lui offrir. En tout cas, c'est des milliers d'artistes qu'il va rencontrer ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Ça ne peut pas être le chantier d'un ministre de la Culture. Je crois que c'est le début. Il faut qu'il arrête et qu'il comprenne qu'il y a du travail à faire. Il est bien entouré par ailleurs. Tu ne peux pas avoir un faux débat historique à côté de toi et puis tu te laisses aller par des conseils, par des conseils, semble-t-il, de Takana Zion, parce que je crois que c'est ce qu'il a filé. Il y a des grand, je crois qu'il faut qu'on rende visite, n'est-ce pas, aux artistes. Non, ce n'est pas le rôle du ministre ça. Il y a une feuille de route qui lui a été donnée. Il faut qu'il prenne attache avec ceux qui connaissent la culture et qui sont au ministère de la Culture, des cadres compétents qui peuvent lui montrer ce qui doit être fait. Ce cinéma-là, il faut qu'il l'arrête. Mais Jacques, Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Parce que là, il est encore sur la culture, il y a les sports. Pas le sport, c'est l'artisanat, l'hôtellerie, il y a tout ça. C'est ça en fait. Il s'en sort comment? Malheureusement, je trouve aussi que la démarche elle est bancale parce que quand il commence à rencontrer des gens, on se demande jusqu'où il va aller. Après, ça risque même de créer des frustrations. Certains qui diront le ministre est parti voir tel et pas tel. Je pense que c'était pas aussi nécessaire que cela. J'ai peur parce que les départements comme la culture, souvent quand on dit la culture, c'est un peu quand on parle du sport et puis on a un ministre qui s'intéresse plus au football, mais pas au basketball et aux autres disciplines. Donc ces autres disciplines souffrent et se retrouvent à se cacher sous la table parce que c'est le football qu'on met. Et quand on parle de culture, c'est vrai qu'on a tendance plus à parler des artistes chanteurs, mais ça va bien au-delà. La culture, c'est assez vaste. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir un ministre, un département avec des leaders qui ont une idée, qui ont cette idée globale de ce qu'est la culture, qui vont nous faire voir la culture autrement. Aujourd'hui, vous partez au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle le FESPACO. Même pas le FESPACO, il y a cette forme de théâtre qui se fait dans les maisons, par exemple, que les gens aiment bien. En fait, aujourd'hui, même quand vous allez dans les écoles, on n'a même pas ce regard vis-à-vis, par exemple, du théâtre, parce que c'est comme si c'était réservé à une entité un peu plus classe, un peu plus riche. C'est des choses qu'on n'arrive pas à ramener là où elles étaient au départ, pendant, par exemple, le temps de Sékou Touré. Je pense que Bill Dessam, il a un gros travail et il y a encore dedans l'hôtellerie, l'artisanat. Donc il commence à rencontrer. On n'a rien contre ces artistes, mais on se dit que ce qu'on attend d'un ministre de la culture, de l'artisanat, du tourisme, c'est plus qu'une visite porte à porte pour quelques artistes qui à eux seuls ne suffisent pas. Il faut poser de vrais actes, il faut aller vers de vraies actions parce qu'on a dit cette transition, ce n'est pas pour développer le pays en tant que tel, mais c'est pour poser les bases. Et pour poser les bases, il faut avoir déjà une idée de ce qu'est chaque secteur. Et si le ministre, de par ses actes, on comprend que lui-même, il a une idée un peu réduite de ce qu'est la culture, on se dit, à quoi il faut s'attendre? Je pense qu'il faut corriger ça et s'attaquer aux vrais problèmes. Il y a justement de vrais chantiers qui attendent ce ministre-là, mais pas que lui. C'est quand même la question de la réserve à avoir sur certains profils que nous avons vus entrer au gouvernement, mon cher Ahmed Kamara. Écoutez, moi je ne suis pas forcément contre, je ne connais pas sa feuille de route, je ne sais pas quelle est sa mission, je ne sais pas à quoi ça répond exactement cette descente sur le terrain, mais bon,
je me dis qu'il aurait pu commencer par les hôtels. Je me dis qu'il aurait pu commencer par le Bembé à gaz. Ça revenait pour moi à la même chose que de commencer par un... ce que Jacques dit, peut-être les fêtières. Avec les fêtières, c'est plus simple. Voilà, c'est pourquoi, c'est pourquoi je vous dis... Mais les acteurs individuellement pris, ils veulent finir quand? Je ne sais pas à quoi ça répond. Cette première tournée. Je ne sais pas à quoi ça répond. Donc, dire qu'il a bien fait ou qu'il a mal fait, franchement, ce serait trop vite partir en besoin. Je pense que le ministre, un jour, sûrement se retrouvera sous nos antennes et pourra nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a mené cette démarche. Il l'a dit. Pour moi, il y a beaucoup de cadres autour de lui, que ce soit dans le domaine du sport où on a un monsieur comme Kabassan, vous avez dans le domaine de la culture, vous avez quelqu'un comme Jean-Baptiste Williams, il a cité aussi Isto Keïra. Donc je pense qu'à mon avis, il a eu un entretien avec tous ces cadres-là avant de se lancer dans cette... C'est mon point de vue, parce qu'un ministre, ça ne travaille pas seul. Maintenant, s'il a peut-être décidé de le faire tout seul, sans la collaboration de tous ces cadres, je pense que, comme je vous l'ai dit, un jour, il sera parmi nous. Il pourra très bien nous expliquer cette démarche. Absolument. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Tamba. Un mot sur ce sujet, non? Oui, un mot, bien sûr. Je trouve tout de même que je comprends l'approche de Jacques. Sur un plan symbolique, parce que ça n'a pas de valeur en soi, mais ça renvoie à une certaine signification. Qu'il puisse se déplacer, aller rencontrer des artistes, musiciens, cela voudrait dire peut-être au sens large, au sein de l'opinion, que c'est un ministre donc qui est taillé sur mesure pour les artistes musiciens. Pourtant, son portefeuille est un peu plus grand que cela. Je pense qu'on peut aussi regarder au-delà de ce acte factuel. On peut aussi regarder un ministre qui va rendre des visites de courtoisie à quelques artistes, mais qui ne sont pas représentatifs de toute la culture guinéenne. Je pense qu'il n'y a pas à cloisonner cette démarche comme si c'était une sorte de représentant de la culture guinéenne ou de l'ensemble des segments de son département qu'il partait voir, mais il faut voir juste une démarche amicale et courtoise. Moi, c'est dans ce sens que je le mets. Et puis qu'il puisse fumer le même joint que Takana Zion, je pense que ça va lui donner plus d'énergie, le même joint amical. Les grands voilà, je précise. Qu'il puisse donc... Non, j'ai pas envie de recevoir une longue prière ce matin sur ma tête depuis mes ancêtres. Donc il faut que j'évite ça venant de Koya. Donc, qu'il puisse fumer donc le même joint amical que Takana Zion, je trouve qu'il n'y a absolument rien de mal. Il peut écouter les conseils de Takana. Takana, c'est quand même, quoi que l'on dise, quelqu'un qui a la tête sur ses épaules et qui est vraiment une légende dans son domaine. Donc je trouve que M. Souma, Yakadidens, M. Souma, Yengerame, parce que ce sont des titres quand même assez importants de ces albums et tout, je trouve que c'est un monsieur qui est sobre, qui est humble et qui a la tête sur ses épaules dans sa façon d'agir. Et c'est vrai qu'il a été choisi parmi beaucoup d'artistes qui méritaient d'être là, beaucoup de Guinéens qui méritaient d'être à ce poste, mais moi je crois qu'il peut poser des actes allant dans le sens à développer ce ministère, parce qu'il connaît le domaine, parce qu'il connaît le secteur. Je pense que quand il dit qu'il est venu apprendre, c'est pas quelqu'un qui va prendre tout le temps des notes, après qui va passer voir le Premier ministre, est-ce que c'est bien écrit? Non. Je pense que c'est juste pour dire qu'il ne vient pas avec toute la science infuse, il n'a pas tous les éléments forcément en main, non plus tous les ministres qui sont là-bas, beaucoup pour la première fois mettre le pied à l'étrier parce qu'ils ne sont pas sortis d'une école où on apprend à être ministre. Il n'y en a pas. Donc c'est une sorte de... Il n'y en a pas. Oui. En étant peut-être juste un simple cadre dans un département et après se retrouver directeur de département. Ça arrive. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas quelqu'un... Après c'est pas... Voilà. Oui. Bulle de Sam, c'est pas quelqu'un qui, de toute sa vie, n'a jamais travaillé. C'est pas son tout premier emploi, au fait. C'est pas son tout premier emploi. On a vu quand même des chefs d'État, des présidents. Mais ministre là quand même. Oui, mais oui. Et puis ajouter à cela l'artisanat, l'hôtellerie, le tourisme. Mais écoutez, Moussa, lorsque vous avez eu à gérer, en allant avec un tel postulat, vous allez remettre en cause la moitié du gouvernement. Ça n'a absolument pas de sens. Moi, je voudrais juste que vous compreniez quoi. Est-ce que cette personne
est-ce que cette personne, quand vous regardez son expérience professionnelle, a eu à gérer 1, 2, 3 personnes dans sa vie? Est-ce qu'il a eu à manager 1 ou 2, 3 personnes? Est-ce qu'il a eu des postes de responsabilité? Quoique moindre. Quand vous avez eu ça dans votre vie, quoi que l'on dise, ça vaut plus qu'un diplôme. Ça, c'est de l'expérience, c'est concret. Et partout où vous serez, vous pourriez mettre tout cela en œuvre. Je pense que Bill Destam, il a compris certainement le pour et le contre de ce message, de ce coup de gueule de Jacques. Il saura en tirer toutes les leçons. Il saura en tirer toutes les leçons, en tout cas, jusqu'à voir ce qu'il en est. On lui dit en tout cas bonne chance sur cette tâche qui lui incombe désormais. Maf, on va enchaîner avec vous. C'est tout aussi un coup de gueule ce matin. Le DPM, le fameux DPM, le domaine public maritime, qui ne cesse d'être morcelé, Maf. Ben oui, moi je pense il va falloir accorder plus d'intérêt. On dira qu'on y accorde l'intérêt, mais moi je pense qu'il va falloir faire plus au vu de ce que nous risquons lorsque nous laissons les choses comme ça arriver. Dans nos pays, on a l'habitude de négliger certaines choses. Pour nous, en fait, c'est déjà lié au fait qu'on ne se projette pas, qu'on ne regarde pas souvent dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que nos actions d'aujourd'hui et permettront dans l'avenir. Lorsqu'on n'est pas dans ce questionnement, c'est bien facile de laisser certaines choses arriver. On a notre littoral qui est aujourd'hui constamment agressé. Il y a des actions qui ont commencé à être posées. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois dans ce studio. Mais à un moment donné, on se disait à qui s'adresser lorsque ceux-là même qui sont censés prendre des mesures sont ceux-là qui, pour la plupart, ont leur belle construction sur le littoral. Aujourd'hui, on a une possibilité. Il y a le CNRD qui semble vouloir faire les choses bien. Il y a des actes qui sont posés qui nous rassurent. Donc, je pense que c'est encore le moment d'attirer leur attention sur ce qui se passe avec notre littoral. La mangrove, tellement de choses. La situation de Kabak aujourd'hui, dont on ne parle même pas au moment où le monde entier est sur le qui-vive avec le réchauffement climatique. C'est vrai que quand on parle des raisons, on a tendance à dire peut-être c'est en Europe, mais on n'est pas loin. La dernière fois, je parlais avec un monsieur qui m'expliquait en quoi il existe aujourd'hui des réfugiés climatiques en Guinée. On n'en parle pas. Il y a des villages aujourd'hui qui sont menacés. Les gens sont obligés de laisser ces villages, de trouver refuge dans d'autres endroits. Dans un autre pays, on aurait regardé cela de près, on aurait réfléchi à quoi faire pour éviter. Et quand on prend l'agression, prenez l'exemple de Kaloum, auprès de l'immeuble 2000, là. Les résidences 2000. L'espace là où on vendait les espèces, mais les résidences fruits, 2000 même sont une illustration. On va supposer que ça fait depuis des années. Mais non, ce que je veux dire, c'est que en plus d'avoir pêché par le passé, on continue à pêcher. Regardez juste à côté, il y a encore un espace qui est en train d'être remblayé. Partout, on ne laisse aucun espace pour que les Guinéens respirent. Vous allez, on est en train, à Matam où la corniche était libre, aujourd'hui il y a des hôtels partout. Des hôtels pour qui? Pour des Guinéens. Comment ça se peut que dans un pays comme le nôtre, on n'ait même pas cette belle vue? Traverser Conakry, quitter d'un point A à un point B et ne pas avoir cette belle vue sur la mer. Alors qu'ailleurs, on est en train de se battre pour laisser la capitale respirer en laissant de l'espace. On ne le fait pas, on n'est pas dans cette prévision. On se demande que font nos cadres qui sont tapis dans l'administration. Est-ce qu'ils ont une vision? Il faut qu'on arrête, parce que si on ne fait pas cela, si on ne s'inscrit pas dans une logique, je pense que c'est de là que les pays qui se sont développés nous dépassent de loin. Ils ne sont pas en train de vivre le jour au jour. Chaque fois qu'ils posent des actes, c'est pour voir c'est quoi les retombées pour la future génération. Nous, c'est pas le cas. On continue, les gens continuent à acheter des espaces avec la complicité des chefs de quartier et aussi des cadres qui sont au ministère de l'administration, par exemple, ou du patrimoine bâti public, qui donnent des papiers, parce que tout commence là. On leur permet de construire. Après, les gens ont des espaces privés, des espaces qui devaient être publics. C'est privé pour eux. C'est inadmissible. Vous prenez Camayen aujourd'hui, tout est privatisé. Avec des immeubles. Le Guinéen, finalement, il est quoi dans son propre pays? Je pense que le CNRD doit s'inviter là. Si on veut prendre des actes, des décisions fortes, voici des décisions qu'on peut prendre. Il y a des constructions quitte à les enlever, à les détruire, mais il va falloir qu'on ait un espace commun dans ce pays. On ne peut pas continuer à laisser ça. Et l'impact, encore une fois,
C'est au niveau, quand on parle d'inondation, il y a des îles. On a des îles en Guinée. Quelles sont les prévisions? Est-ce qu'on se rend compte que les actions qu'on pose à certains endroits peuvent avoir des répercussions sur ces îles qu'on pourrait perdre dans des années? Il faut qu'on se mette dans ces réflexions pour la future génération. On ne peut pas continuer de façon bête comme ça. Ça, c'est son jargon de causerie, ça. Si tu ne lui arraches pas la parole, je prédis ce qui va se passer. Voilà, parce que là, ça veut dire qu'elle atteint le plafond. Je n'ai pas atteint le plafond, mais en fait, c'est cela. Parce que quand on réfléchit de façon sereine, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Avec ce qu'on fait aujourd'hui, ça va nous mener à quoi? En fait, ça nous permet de préparer demain. Mais on n'est pas dans cela. En fait, on vit du jour au jour. Et pire que cela, la cupidité aidant, on voit plus l'argent qui rentre dans les poches en laissant un tel domaine à un tel. Il a donné de l'argent, on s'en fout du appartiennent à tout le monde. En fait, il faut sortir de cela, que le CNRD, encore une fois, s'invite. Il y a des constructions qui ont commencé. On peut les arrêter là et permettre aux Guinéens de respirer. Il faut aller vers cela. Sinon, moi, je pense qu'on est bon à, je sais pas, à s'étouffer dans notre capitale, en fait. De toute façon, on étouffe déjà Moussa Moïse. La question que je pose, après avoir écouté MAF, c'est est-ce que c'est possible de restaurer, de rétablir les Guinéens dans leurs droits sur ce domaine public maritime? Est-ce qu'à date c'est possible? Et vous savez, dans d'autres pays, dans certains pays de la sous-région, vous avez des domaines publics maritimes, donc naturels, qui sont occupés par des particuliers qui ont bâti là des constructions, des hôtels et autres, qui peuvent être des constructions un peu à usage public, qui peuvent donc servir à un grand public. C'est ce type d'aménagement sur les rivages, parce que le domaine public maritime, ça comprend tout cela, que ce soit les parties immergées, les étangs, les eaux territoriales, même le sol qui est sous la mer et tout. Donc c'est toute cette partie-là, et c'est inaliénable et imprescriptible. Lorsque vous avez un tel domaine qui est aménagé, sur lequel on construit des infrastructures qui peuvent servir au public, ce n'est pas mauvais en soi. Ce qui révolte les Guinéens par rapport au domaine public que nous avons ici, c'est que nous sommes dans une presqu'île. Et vous avez cette presqu'île qui doit être normalement un endroit d'habitation où vous êtes le mieux fourni en air et tout cela. Mais vous êtes obligé de vous attendre à une portion congrue, le temps pour celui qui a sa bâtisse en face de la mer, qu'il finisse de consommer un peu sa partie la plus saine, et ensuite vous récupérez le reste. Voilà tout ce qui un peu révolte les gens. Et vous avez cette sorte de pléthore également sur le littoral. Donc il n'y a pas d'infrastructure véritable construite sur le littoral qui soit à usage public, qui puisse être des infrastructures au bénéfice d'un grand public. C'est pourquoi ça révolte. Quand tous les Guinéens s'arrogent le droit d'aller construire le domaine public maritime, des édifices donc à usage privé, qui en bénéficient seuls, je pense qu'on aurait absolument, on parlerait plus de littoral au niveau de Conakry. Donc c'est ce qui révolte. Ce qu'il faut demander à l'État, c'est pas, moi j'invite pas l'État à les casser, parce que il faut également, faut sortir de cette, je dirais, de cette ferveur, parce qu'aujourd'hui le contexte s'y prête et tout. Il y a peut-être des domaines qui ont été ciblés préalablement, comme c'est le cas du côté de Cameroun ou de Camayen. Il y a des surfaces qui ont été préalablement ciblées par l'État pour les aménager au bénéfice des jeunes, au bénéfice de certaines associations sportives. Il y a ces domaines-là qui ont été ciblés préalablement. Il y a des plages qui existent du côté de Takonko, du côté de Benarès et autres. Ces domaines-là, préalablement, et ça, la liste n'est pas exhaustive, il y a des domaines comme ça assez nombreux qui ont été ciblés préalablement par l'État. Ces domaines, il faut veiller à ce que l'État puisse dégager sur ces domaines tous ceux qui sont allés, même qui obtiennent des titres fonciers sur ce domaine. Il faut permettre à l'État d'aller les dégager de là. Parce que ces domaines ont été préalablement sélectionnés pour que ce soit des domaines à usage public, que ça puisse bénéficier à tout le monde. Même si on y construit une infrastructure, doit être au bénéfice de tout le monde. Mais les édifices privés qui sont construits, les villas qui sont également construites, s'il faut demander à l'État d'aller les casser, je pense qu'il y aura beaucoup de larmes
et de sang. Voilà. Parce que je vous dis. On a fait pour les pauvres. Je vous dis. Je vous explique. Je vous explique. On l'a fait pour les pauvres. Mais on l'a fait pour les pauvres dans une injustice terrible. Tout le monde s'est élevé contre, à commencer par certains gouvernants qui ont été à l'origine de cette casse. Donc c'est une injustice. Ce serait pas une injustice. Non, mais écoutez, vous avez des citoyens. Vous avez dit vous-même que le domaine public est inaliénable. Exactement. Je le dis pourquoi. Il faut le retirer. Oui, attends, Tamba. Dans cette situation, qui est coupable? C'est l'État. C'est l'État qui a fourni à ces particuliers des titres fonciers sur ces domaines. Oui, mais l'État. Alors, l'État, non, attendez. C'est les particuliers. Alors, si l'État, non, c'est l'État, ce sont les services de l'État qui fournissent les titres, les TF. Mais contre les lois de l'État. Oui, mais c'est l'État qui l'a fait. À ce moment, on engage la responsabilité des États, des particuliers. Non, de l'État, parce que ce sont les services de l'État qui ont agi. Si vous avez quelqu'un, je vous explique, vous partez, vous mettez les fonds qu'il faut, vous suivez toute la procédure. Vous allez jusqu'à la conservation foncière. Vous avez, comment on appelle, vos TF sur votre domaine. Vous payez tout ce qu'il faut au niveau des impôts. Si l'État prend cet argent, l'État prend vos avoirs et que l'État a besoin de récupérer également son domaine, c'est deux choses. Soit, comment on appelle, ça ne peut pas être une casse sauvage, on vous rembourse tout ce que vous avez pu investir sur le domaine. Parce que, mais attendez, ce n'est pas un particulier qui a décidé de lui-même d'aller s'asseoir, écoutez, d'aller s'asseoir sur un domaine public maritime et construire sa villa. Non, c'est l'État qui doit savoir, c'est l'État qui doit pouvoir mettre les limites devant l'envie d'un citoyen. C'est l'État qui doit lui dire, votre limite c'est là. Mais si les services même de l'État vous délivrent, vous donne le quitus, vous délivre les documents qu'il faut, vous voudrez que ce soit seulement le particulier qui puisse en pâtir? Non, quand même. Question, en tout cas, à devoir. C'est un peu la question à 1000 réponses. Ahmed, est-ce que votre avis aussi, c'est que c'est l'État qui a donné, que l'État consente finalement à perdre son bien? Quand vous savez que l'acte que vous posez est illégal et que vous poussez certains cadres de l'État à vous mettre dans les normes, mais là, vous êtes complice. Vous êtes complice et vous devez payer de votre forfaiture aussi. Alors moi je dis, oui, pousser certains cadres de l'État à dire... Vas-y, tu es seul à parler. Qu'est-ce qu'on dit? Tu as eu ton temps de parler, on va écouter. Ça là c'est un domaine maritime. Il dit, mais quand même on peut faire les papiers. Quand on fait les papiers, va voir telle personne, il va donner l'accord et on va faire ceci, on va faire cela. Mon frère, vous avez joui, vous avez à cette période fait ce qu'on appelle profiter de votre influence pour obtenir quelque chose, et ça vous devez le payer. Je suis désolé, si un État sérieux se met en place, alors ce que vous êtes en train de dire, si nous allons sur cette base, ça veut dire que ce domaine maritime, nous ne pouvons plus le récupérer. Ça veut dire, ah non, alors moi vous me donnez qu'à Mayenne, avec toutes les possibilités, je vous rase, comme vous l'avez dit, à part ces hôtels qui restent, et je vous construis ce qu'on appelle des baies qui seront aujourd'hui profitables, non seulement aux Guinéens, mais à d'autres personnes qui viendront, parce que nous avons aussi de belles plages, mais tout a été morcelé, et ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez même pas faire un petit footing au bord de la mer ici. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller faire du Soccer Beach. Pourquoi ? Alors qu'on est entouré de mer. Moi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité que nous devons avoir. Et ce que vous oubliez, le fait de faire des remblais et de repousser la mer, vous connaissez la conséquence de cela? Le jour où un tsunami va se présenter ici, quand je vais le dire, ils vont dire non, c'est si. Tu es alarmiste. Oui, je suis alarmiste. Mais ça provoque des tsunamis. Et si ça provoque des tsunamis, ces immeubles que vous voyez, vous ne savez pas ce que ça veut dire un tsunami. Les vagues peuvent aller les grandes gueules. Oui, les vagues. Oui. Donc c'est pour vous dire que nous sommes face non seulement à un danger, mais il faut restaurer la justice. Comme vous l'avez dit, on ne dit pas qu'il faut peut-être... L'État n'est responsable de rien. Ce matin. Okay. Non, ce n'est pas ce que c'est le citoyen qui prend son argent, qui obtient des documents légaux, c'est lui qui est coupable. Ce n'est pas ce que l'on dit. C'est extraordinaire. Je vous jure, le rond-point de la tannerie qui est là, c'est parce que certains savent que... Mais si vous dites tout de suite, c'est à vendre, il y a des gens qui vont aller acheter, en sachant bien évidemment que c'est un rond-point où on ne doit pas construire. Mais ils iront acheter. Pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'ils se disent, s'il y a quelqu'un au département qui me dit non, je peux le faire, on peut trouver des papiers. Non, je dis non, c'est non. Avant d'accepter quelque chose, il faut savoir si dans 10 ans, dans 20 ans, si vous pouvez être récupéré par l'État,
faites beaucoup attention. Et ce n'est pas le cas en Guinée. Aujourd'hui, l'histoire de ces bordures de mer là, on est en train de parler aujourd'hui même d'une question d'aller faire le sport, mais c'est un danger. L'historique, ça s'explique un peu. Quand on sait qu'à l'époque, ceux qui s'arrachaient ces terrains au bord des mers, c'était qui? C'était des narcotrafiquants. C'était pour transporter de la drogue en haute mer depuis les villas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait là-bas? Des armes peuvent être transportées depuis les bateaux jusqu'à ces villas sans qu'on ne s'en rende compte. C'est un danger. Parfait. C'est un danger. Parfait. En tout cas, beaucoup d'enjeux autour. Et le colonel Mamadi Doumbouya ne me dira pas le contraire. Quand il a voulu faire sa force nautique, même avoir une place, ça a été difficile pour lui. Il n'a pas pu l'obtenir. Tout simplement parce que des citoyens l'ont morcelé. Alors que cette force nautique, cette force spéciale nautique, c'était pour la sécurité du pays. Mais difficilement, il a pu obtenir. Je ne sais même pas s'il a pu l'obtenir. D'accord. Alors, mais je vais te donner la parole, mais tu connais le principe de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est aussi une chose. Ce principe ne s'applique qu'à celui qui vient avec son argent pour obtenir des documents légaux. Mais quand tu dis que nul n'est censé, nul n'est censé ignorer la loi, ce principe s'applique qu'à lui, à tout le monde. Je dis aussi à lui. Aussi à lui. Voilà. Là, je suis d'accord. Voilà. C'est pourquoi je voudrais que vous compreniez qu'on ne peut pas dédouaner tout de même. Non, mais alors, le citoyen est une victime. Parce que celui qui a un poste de responsabilité, qui sait, qui doit pouvoir, en tant que technicien. Une victime qui corrompt. Non, parce qu'il n'est pas censé ignorer la loi. Là, c'est autre chose. Il n'est pas censé ignorer la loi. Non, mais attends, quand même. C'est ce que nos textes disent. Vous êtes à la tête d'une direction assez stratégique comme au niveau de la DATU. Vous savez les délimitations liées donc au territoire. Vous savez que sur des domaines, vous ne pouvez pas donner de titre foncier. Un citoyen vient avec ses avoirs. Il vous dit, voici toute la procédure que j'ai faite. Avec un notaire, certainement. Oui, après, vous dites, après vous, technicien, qui avait été mis là de par votre expertise, vous regardez, vous dites, oui, vous êtes en règle, vous payez tel montant aux impôts, vous payez tel à la conservation foncière, voici votre titre foncier. Vous voulez que ce soit seulement le citoyen qui soit victime? Vous avez vu l'État, vous avez vu l'État poursuivre quel administrateur ici? Même prenez le cas dans les quartiers au niveau de Koya et de Djubreka. Je finis. Prenez le cas de Koya et de Djubreka. Lorsque ces administrateurs-là vous vendent un terrain à 3, 4, 5 personnes et qu'il y a un problème sur ce même terrain, ces administrateurs reculent. Ce sont ces citoyens qui sont victimes qui vont s'attaquer en justice. Oui, quelle aberration! Quelle aberration! La direction de l'État qui s'est permise de sortir des documents en les mettant à Paul, à Pierre, à Eric, mais c'est cet administrateur qui doit être démis de ses fonctions pour celui. On est bien d'accord. Mais jamais cela n'est fait. Voilà. On va écouter Maf cette fois. Allez-y, rapidement. Dit des administrateurs qui, lorsqu'il y a un particulier qui vient pour avoir un lieu, on lui dit non, c'est un domaine de l'État, on ne peut pas, et que le coup de fil vienne de quelque part pour lui dire donne. Il donne. Il y a des cas aussi. Ne dis pas exception. Parce que, attendez, et puis en plus, Moïse ne peut pas mélanger des richards, je ne sais pas, des gens assez riches avec des... Non mais si, parce que après, les mêmes citoyens dont tu parles, ils ont leurs 20 millions, 30 millions, 40 millions. Mais il y en a qui ont suffisamment d'argent pour acheter des espaces. Et là, quand on parle des littorales, c'est pas comme quand tu veux une parcelle, je ne sais pas, à Koya ou à Djubreka. C'est pas la même chose. Et puis, on sait que lorsque vous allez vers ces administrateurs, ils savent quels sont les domaines de l'État. Donc, ils vous le disent forcément. À vous de vous dire des fois. Mais si, des fois, on se dit, bah oui, la Guinée est un pays où on ne respecte pas les lois. Je prends. Mais oui, parce que eux aussi, ça les aide. Et vous êtes dans le jeu. Je veux dire juste dire, moi, il faut dire, les sous-sous, et c'est de quoi je parle. Les terrains là, au bord du littoral. Au bord du littoral. Il n'y a pas que des richards qui sont là. Ils sont les plus nombreux à avoir construit de belles villas. Mais il y a des pauvres qui habitent là. Il y a des pauvres aussi qui sont là. Je peux faire le tour avec toi. Je te montre les taudis qui sont là. Exactement. Ils sont au bras de mer. Ils sont au bras de mer. Jacques Léoy, vous avez suivi ce débat depuis un moment. Moi, je pense aussi bien que l'État est responsable de cette situation, les citoyens qui viennent s'acheter ces domaines-là ont aussi leurs responsabilités. On peut être d'accord qu'on ne peut pas retirer comme ça. On peut mettre la forme et puis peut-être dédommager certains. Non, ce que j'ai dit. Allez-y. On peut dédommager certains, ceux qui ont des titres fonciers, des papiers légaux, parce que c'est de la responsabilité quand même de l'État lorsque on a admis que les gens puissent s'installer au niveau de ces côtes-là. Lorsqu'on a délivré un document de l'État en ce moment, il y a la légalité qui est là.
En ce moment, il faut faire en sorte que les personnes qui doivent être chassées puissent être dédommagées. Mais il y a un principe qui est simple. Les gens doivent pouvoir libérer ces domaines-là. C'est clair. Si on veut restaurer ces domaines publics maritimes, si on veut rétablir la justice, parce que c'est quand même pour nous tous, on doit pouvoir récupérer et l'État doit, dans sa démarche, mettre de la forme. Mais Jacques, ce que j'essayais de dire aussi à Moussa, c'est que l'État, c'est aussi des lois. Oui. Les lois disent non. Il y a des particuliers agissant au nom de l'État qui agissent au contraire. Eux, il faut les sanctionner. Il faut sanctionner ceux faut retirer ce qui appartient à l'État. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'insiste là-dessus. Ceux qui ont vendu, il faut les sanctionner. Même pour Caporola, on en parlait à un moment donné, on a pensé que c'est les citoyens qu'on a déguerpis qui étaient seulement fautifs, donc qui ont occupé le domaine illégalement. Il y a ce ministre, qui a été pointé du doigt quand même, qui était chef de quartier. Le ministre Thierno Ousmane, qui était chef de quartier, mais il y a également les responsables de la direction de l'habitat, du ministère donc de l'habitat, qui ont participé au morcellement de ce domaine. Donc ceux-là doivent être sanctionnés. On ne peut pas se limiter seulement à déguerpir, à chasser, n'est-ce pas, les citoyens. Il faut derrière qu'il y ait des sanctions pour qu'il y ait des garanties de non-répétition. C'est la même chose qui doit se faire au niveau de ces côtes. Le principe, c'est qu'il faut récupérer. Mais une fois qu'on a récupéré, il faut sanctionner les gens qui ont permis à d'autres personnes nantis de venir s'installer là. Et à l'intérieur de la sanction, il faudra justement s'assurer que ces personnes remboursent à l'État ce qu'ils ont ainsi provoqué à perdre. On continue, les grandes gueules, continuez à réagir de votre côté. Hashtag espace GG au plus 224 657 39 13 13. Votre avis sera pris en compte également sur Facebook comme on l'a fait hier. Ce sera désormais une tradition. On continue les GG dans un instant. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Retour donc dans ce studio. Dans un instant, nous aurons Daouda Mohamed Kamara du côté de Banjul. Nous l'aurons sur l'élection présidentielle qui va avoir lieu le 4 décembre prochain. Les Gambiens iront aux urnes pour se choisir un président de la République. Adama Barrow est candidat, mais il y a également un candidat indépendant. Tout ce détail avec Daouda Mohamed Kamara dans un instant. Et puis, Yamoussa Sidibé sera avec nous. Avec lui, nous aborderons la question de la RTG. Comment passer d'un média d'État à un média de service public ouvert à chacun des citoyens, à chacune des entités de l'État. Ça va être donc le fil conducteur de cette interview avec Yamoussa Sidibé. Il est ancien directeur général de la RTG. Mais d'ici là, on continue cette interview avec cette émission avec vous, Moussa Moïse. Cette histoire de 200 logements sociaux, où en est-on? Oui, où en est-on? C'est fini. Ça, c'est fini il y a longtemps. On parle de 200 logements et non 200 logements sociaux. D'accord. Il y a toute la différence. Parce qu'un logement social, c'est un logement donc à loyer modéré qui est subventionné soit par l'État ou bien qui est construit donc par l'État. Vous avez du côté de la France les HLM qui existent. Donc on permet à certains citoyens qui n'atteignent pas des revenus à un certain plafond de bénéficier de ce type de logement dont le standing, dont les conditions de construction sont gérées donc par l'État. Donc ça c'est un logement, social. Mais nous n'avons pas de logement social en Guinée. Ce projet dont il s'agit, c'est-à-dire la zone qu'on appelle Nongo ex-raffinerie, parce que en face du stade général Lansana Conté, pour ceux qui passaient là avant, savaient que c'était une énorme carrière, parce que c'était une ex-raffinerie. Donc l'État a décidé donc de céder cet endroit qui fait 10 906,59 mètres carrés à des sociétés immobilières. Je fais pourquoi cela? Il faut lever l'amalgame, parce que dans cette flopée de frayeurs sur le domaine public bâti et non bâti de l'État, certains avaient commencé à mettre dans le lot des domaines à récupérer le domaine de l'ex-raffinerie. Mais sur la base des conventions de cession signées entre l'État et les sociétés immobilières, je me dis que c'est pas possible, parce que ce n'est pas le même régime applicable à ce niveau-là. Donc l'État a signé des conventions de cession de ces terrains-là à des promoteurs immobiliers qui se sont donc engagés dans le programme que l'État a baptisé
Il faut rappeler, Moussa Moïse, que ça figurait, cette portion figurait au domaine privé, au domaine privé de l'État. Oui, parce que l'État a des domaines publics et également des domaines privés. Donc, l'État a signé donc ces conventions aux promoteurs immobiliers dans le programme donc immobilier de 200 logements. Alors, ces promoteurs immobiliers ont souscrit. Ceux qui ont été retenus se sont acquittés de toutes les obligations. Il fallait par la présente session payer aux alentours de 1 milliard de francs guinéens à l'époque. C'était en 2012 que la plupart des conventions ont été signées. Et l'État devrait utiliser une partie de ces montants versés donc au Trésor pour viabiliser le site et également valider les types de constructions qui devaient être bâtis sur les lieux. Parce que cela aurait permis à l'État de se rassurer que ces constructions-là vont vraiment être données à des citoyens qui vont pouvoir les payer moyennant voilà, un certain nombre moyennant un montant qui ne soit pas très exagéré. Et puis, l'État aurait pu se rendre compte également, en viabilisant le site, que ça répond à une certaine commodité. Quand vous allez du côté à Dakar, en face du stade Léopold Sédar Senghor, il y a une cité là, dont j'ai oublié le nom, qui vous sentez que la construction obéit à une certaine réglementation. Vous avez des voies de passage, vous avez une petite voirie à l'intérieur, vous avez un jardin, vous avez des parcelles pour des domaines qui ont été réservés pour le sport et tout. Donc c'est vraiment viabilisé. Ça, c'était le rôle de l'État de veiller là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ces sociétés immobilières ont souscrit, ont payé les montants qu'il fallait, l'État n'a pas joué son rôle en utilisant la part, c'est-à-dire ses obligations pour viabiliser le site. Donc, le site n'a pas été viabilisé. Les sociétés immobilières ne pouvant pas avancer parce que beaucoup ont fait des hypothèques et autres, elles ont été obligées donc de vendre, de vendre nu parce qu'il fallait, leur obligation c'était de construire et vendre. Donc, elles ont été obligées de vendre nu ces terrains-là à des particuliers qui ont été eux aussi obligés de construire des bâtiments tels qu'ils le voulaient. Donc, sans aucun respect des prédispositions dont j'ai parlé tantôt. Donc, il n'y a pas eu viabilisation, les chemins qui doivent être entre les bâtiments et autres, même le domaine qui est réservé pour faire le sport dans la cité, certains petits malins sont en train de chercher à le vendre, à sortir un titre foncier dessus. Donc, je vous informe qu'on est au courant. Il faut laisser tomber ça. Donc, quand on dit petite cité de 200 logements, il faut qu'il y ait ces aires de jeu là. C'est pas compliqué. Vous voyagez, vous partez un peu à Abidjan, vous partez dans le monde, vous voyez comment est-ce que les cités sont construites. Et vous venez chez vous, vous voulez que vous soyez cloisonné, il n'y a pas une cité type au fait. C'est pas normal. Donc, c'est l'État qui a cédé ces terrains à des sociétés immobilières. Il faut déjà lever l'amalgame. Et lorsque vous faites un acte de cession, c'est une opération juridique par laquelle donc vous transférez tous les droits d'un domaine donc au sécessionnaire, à celui qui est donc qui est l'acquéreur. Donc l'État n'a plus de droits sur ces domaines-là. Ça appartient à des sociétés immobilières qui à leur tour les ont vendus. Ce qui est grave, c'est que les termes de la convention n'ont pas été respectés. Mais à la fois par l'État d'abord. Oui, par l'État. Parce que si les zones étaient viabilisées, si une partie de cet argent avait été utilisée pour le faire, on aurait eu quand même un certain nombre de standings qui auraient pu profiter à beaucoup plus de personnes. Le domaine aurait pu être viabilisé et puis ça aurait permis donc à l'État d'avoir une cité type. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas, Jacques, vous avez suivi cette présentation. Finalement, on y est toujours habitué. J'ajoute juste que le domaine avait été loti par l'État avec un titre foncier global sur les 10 000, un peu plus de 10 000, 9 000 carrés. Et donc, à ce jour, ceux qui ont acheté à ces sociétés immobilières, chaque individu a son titre foncier. Oui, eh ben voilà. Parce que moi, les questions qui apparaissent clairement dans la présentation de Moïse, c'est le respect de la Convention. Vous ne pouvez pas souscrire pour la construction d'une cité et après vous venez à vendre des terrains aux particuliers. Désormais, on sort dans le cadre d'une cité, l'État a sa responsabilité. En même temps, il y a les sociétés qui n'ont pas pu respecter la Convention. Donc, la question donc
puisque je crois que c'est une convention de cession. C'est donc pour ces sociétés-là. Est-ce qu'il y a un mécanisme à mettre en jeu pour quand même faire du domaine une cité réelle, ramener, n'est-ce pas, les sociétés à respecter leur engagement de départ, quitte à obliger l'État aussi à viabiliser en amont. Mais maintenant, si on va sur ce plan-là, je crois que c'est peine perdue. Moi aussi, je comprends bien, ils ont acheté à l'État, ils ont investi. L'État qui était censé jouer un rôle n'a pas joué son rôle. Donc du coup, eux, ils étaient en train de perdre parce qu'à cause du retard de l'État, ils ne pouvaient pas avancer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des entrepreneurs. Ils ne vont pas s'asseoir à regarder l'espace vide et ne rien faire. Ils ont réfléchi à comment eux, ils pouvaient rentabiliser. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de vendre aux particuliers. Les particuliers qui viennent, si l'État même si on pouvait avoir une autre solution, hein, on pourrait dénoncer la convention déjà. À qui? Auprès de l'État. Auprès de l'État. On aurait pu le faire d'abord, et puis après on verrait ce que l'État ferait. Ce qu'on dit là, c'est-à-dire on n'aurait même pas eu besoin de dénoncer. On est d'accord. Les pays sont dans ça. On a regardé tout le pays. Mais là on y est. Montrer un espace, une cité où on respecte tout, je sais pas, toutes les normes, où on a des espaces de jeu, des espaces de sport, je sais pas, une école, même dans les... Ce qui ressort dans tout ça, c'est qu'il y a un mensonge qui a été servi et qui n'a pas perduré. L'État qui ne joue pas son rôle, en tout cas sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres. Disons tout simplement qu'ils nous ont fait du tort et on verra ce qu'il en est avec, pourquoi pas, l'équipe du CNRD, ce qui pourra être fait. Continuez à réagir à cette émission dans la deuxième partie. Nous prendrons vos réactions, nous les lirons à l'antenne, Facebook, Twitter, et puis les messages donc GSM. Continuez à réagir dans la deuxième partie. On ira en Gambie et puis à la RTG. Rendez-vous Espace TV. Jeudi 18 novembre à 20h50, découvrez l'ambitieux projet de construction d'une nouvelle ville de 18 500 logements sociaux à Kobaya Tayaki. Nous sommes déterminés à accompagner la République de Guinée à la réalisation des maisons à moindre coût selon les besoins et les conformités du pays. Le projet est piloté par la société de gestion et de construction guinéenne SGCG SA avec à sa tête Eladj Bailosso. En ce qui concerne ce projet, nous avons déjà signé une convention de préfinancement avec Power China ici présent pour réaliser cette nouvelle ville. Nous avons déjà signé un accord de 479 millions de dollars pour qu'il nous accompagne pour la première phase du projet. Si cela réussit, il compte encore financer le reste du projet. Découvrez les types de logements prévus afin de faire le choix qui satisfait votre désir. Avec la SGCG SA, leader dans la construction en République de Guinée, c'est du concret.